Merci beaucoup de bien vouloir témoigner et apporter ta vision et ton expérience. Et est-ce que tu veux commencer par dire un mot sur euh, ton début de parcours, comment tu te sentais à l'origine? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclenchement où tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose et je ne peux pas continuer à porter ça toute seule au quotidien? Je crois que le déclenchement est venu un soir où mon mari est rentré. Euh, J'étais en mode un peu harpie, mais évidemment sans m'en rendre compte. Et sans aucune agressivité, sans rentrer dans ce jeu d'énervement, je t'attaque, je te réattaque. Juste, il a tourné les talons, il a haussé les épaules avec vraiment, je le revois, ce côté de je suis impuissant. Et il a eu cette petite phrase, mais qui était juste factuelle, encore une qu'a eu son père au téléphone. Ok, et du coup, toi, quand tu avais cette réaction-là, le fait que lui réagisse de cette manière-là, dans ta réaction, dans ton ressenti, est-ce que tu t'es aperçu que il y avait quelque chose qui t'activait, que... Oui, ah, clairement, clairement, ça a été ma claque et mon déclencheur. C'est-à-dire que c'était pas la première fois que je m'en prenais à mon mari ou à mes enfants, que je leur parlais mal ou de manière sèche, assez abrupte, avec plus aucune patience. Mais tout ça parce qu'en réalité, derrière, ben, j'avais eu une conversation avec mon père qui me mettait en émoi, mais auprès duquel, ben, par éducation, par ce que nous oblige la société, je ne sais pas forcément dire un ta gueule. Je ne sais pas si c'était vraiment le terme adéquat, mais là, ce que tu me dis, c'est de la merde et je ne suis pas en adéquation. Donc, du coup, je sentais bien que avant même d'appeler, déjà, j'étais en mode à quelle sauce je vais me faire manger, ça va être quoi le contenu de la conversation. Tu Euh, avais peur. Et en fait, c'est presque de l'hypervigilance vis-à-vis de la discussion que tu allais avoir. Tu n'avais pas anticipation des réactions d'hypervigilance. Bah, c'est-à-dire que chaque mot qui devait sortir de ma bouche était mesuré, pesé Mm. pour ne pas aller à l'encontre, pour ne pas le brusquer. Et tu vois, tout en te le disant, et parce que j'ai commencé un travail dessus, bah ok, je fais attention à ne pas le brusquer, mais par contre, moi, je le suis. À l'intérieur de moi, c'est un tsunami émotionnel que je ne m'autorise pas à verbaliser. Euh, et du coup, ben, cette verbalisation, c'est mes proches dans mon foyer qui l'ont reçue. Et cette fois-ci, là, quand ton mari a eu cette phrase, c'était la première fois que toi, tu prenais conscience de ça? Ou est-ce que déjà d'autres fois auparavant, avant des éventuels appels téléphoniques ou des éventuelles rencontres, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent dans tes Non, comportements? alors, je ne vais pas dire je le sentais, je vais dire je le pressentais. Je fais un distinguo par rapport à ça. Euh, Parce que un schéma de communication et de manière d'être, quand il est fortement ancré, bah, il se répercute pas que sur ton entourage, il se répercute aussi dans ta sphère professionnelle, amicale, sociale, et ben, de manière cyclique. J'aime bien utiliser ce terme et tu vas comprendre pourquoi. À chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, on se fout de ma gueule. Je ne suis pas reconnue au travail. Je suis le super élément où, grosso modo, on est tout le temps sur mes évaluations annuelles. Je suis l'élément porteur, celui où il faudrait que tout le monde fasse comme moi. Mais bizarrement, j'évolue pas. Bizarrement, je vois les autres évoluer et pas moi. Bizarrement, je vois qu'on charge encore et encore la mule. Et tout ça, bah, je sais bien que c'est lié
au schéma que mon papa m'a inculqué, de t'es payé pour faire quelque chose, fais-le à fond, donne-toi à 3000%. Et je vois bien que dans mes valeurs, bah, aujourd'hui, ça se confronte parce que j'ai pas à me donner à 3000% pour tous. Je veux bien me donner à 3000% pour ceux qui le méritent. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu t'es aperçu qu'en fait, tu reproduisais un schéma régulièrement dans diverses sphères de ta vie et, et que ce schéma, aujourd'hui, tu as réussi à en prendre conscience, mais pendant très longtemps, il a opéré de manière automatique, sans que tu t'en rendes compte. Exactement. Ce qui a été assez étonnant, c'est que je reviens à cette histoire de cyclique de manière, on va dire, tous les 4, 5 ans. Hop, j'avais des moments comme ça de down, de blues, de déprime, à la limite de la dépression. Et je me disais, mais il y a quoi qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que voilà, j'ai tout pour être heureuse, un mari aimant, des enfants aimants aussi, on a une bonne entente, on est très proches les uns des autres, j'ai un toit sur la tête, j'ai pas de problème de santé. Pourquoi je sombre? Et tu avais ce Pourquoi? sentiment de lourdeur, de tristesse qui était là régulièrement en fonction de ce cycle qui se remettait en Alors, il n'y place. avait pas que ça, il y avait beaucoup euh, un sentiment d'injustice, de colère, parce que bah, de ne pas être reconnue, ça me générait de la colère, parce que je me disais, mais avec tout ce que je fais, je ne comprends pas que ça ne soit pas vu, que ce soit juste considéré comme étant normal. Euh, et vraiment ce sentiment de pédaler dans la semoule, quoi. Mm. D'essayer d'avancer et enfin, d'être comme dans des sables mouvants, tu sais, tu te dépêtres, tu te secoues autant que tu peux pour t'en sortir et en vérité, tu as l'impression que tu t'enlises de plus en plus. Et donc, arrivé à ce jour-là où ton mari t'a dit cette phrase, encore une qui a parlé à son père, là, ça t'a fait tilt. Ça m'a fait tilt parce que bizarrement, un peu comme une normalité, comme une fatalité, bon, bah, tu souffres, voilà, tu as mal, ton petit cœur est blessé, émotionnellement, tu sais plus trop où t'en es, mais c'est pas grave, faut avancer. On fait avec. Mais quand tout d'un coup, tu vois que ta manière d'être, euh, par effet ricochet, elle tombe sur ceux qui t'aiment, ceux qui te soutiennent, ceux qui sont là constamment pour toi. Ça m'a fait perdre pied. Je me suis dit, mais avec tout l'amour qu'il me donne, je peux pas le mettre mal. Là, du coup, ce sentiment d'injustice que moi je vis, tout d'un coup, j'avais l'impression bah, d'être injuste vis-à-vis de mon mari, de lui amener de la peine qui, qui n'était pas la sienne. Mais sa peine, c'était juste de me voir mal et de comprendre que puisque c'est mon père, clairement, il ne peut pas faire grand-chose. Et là, du coup, tu as vraiment réalisé que ton émotionnel et ton expérience, ça impactait les autres. Ah, complètement. Ouais. Là, ça a été mais, comme une claque, un truc, une espèce d'évidence de me dire mais c'est pas possible quoi. Tu peux pas continuer comme ça. À un moment donné, faut se reprendre en main, faut remettre l'église au milieu du village et que ta colère, elle soit portée vers celui qui la mérite et pas vers les autres, et peut-être voir en moi bah, ma part de responsabilité. Alors quand je dis responsabilité, c'est pas pour m'auto-flageller, mais plutôt dans le qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, dans ma manière d'être, qui permet euh, à quelqu'un qui a autant d'importance dans ma vie de se comporter ainsi. Si lui, il ne peut pas changer, parce que bah, tout le monde n'est pas prêt à faire de l'introspection sur soi, euh, qu'est-ce que moi je peux faire pour casser ce schéma qui me fait mal et ne plus avoir à en souffrir moi personnellement et par effet ricochet le redéverser auprès des miens.
Oui, c'est vrai que souvent, cette histoire de responsabilité, moi aussi, je l'utilise beaucoup et c'est pas toujours bien compris. Et comme tu l'as justement dit, l'objectif, quand on parle de responsabilité, c'est pas du tout de se blâmer ou de se sentir coupable. Je dis souvent, moi, aux clients, c'est pas ta faute ce qui t'est arrivé et c'est pas ta faute ce que tu as vécu, c'est pas ta faute ce qui s'est installé en termes de schéma, en termes d'émotionnel et de réaction. Par contre, c'est vrai que c'est ta responsabilité de le prendre en charge parce que toi seul peux le faire. Et il y a beaucoup de gens parfois qui, surtout en début de chemin, qui confondent cette notion de responsabilité d'action avec la culpabilité et le fait de se blâmer. Alors qu'effectivement, pas du tout. Enfin, surtout pas même d'ailleurs. Euh, et pour toi, ça, c'était évident dès le début que il n'y a que toi qui pouvais faire quelque chose dans cette situation parce que c'est ton père, c'est ton relationnel avec ton père. Moi, je sais que mon père ne changera pas. Ton père ne changera pas. Oui, Non, donc voilà. Il est c'est ta d'une génération responsabilité. où tout ce qui est de parler de ses ressentis, de ses émotions, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je sais que ce travail, je le fais moi pour me protéger, parce que ben, mon père, à aucun moment, il ira sur ce terrain-là. Oui, et puis du coup, c'est comme si quelque part de pas prendre cette responsabilité toi, en fait, comme si tu t'interdisais d'être mieux et comme si tu t'interdisais parce que lui ne fera pas ce chemin, de toi faire ce chemin. Alors, je ne sais pas si c'est une question de s'interdire, je ne le verrai pas comme ça. Moi, ce qui m'est plutôt venu à l'esprit, c'est je ne veux plus être mal Mhm. dans mes conversations avec mon père. Je ne veux plus me sentir le cœur oppressé, qui palpite, la tête prête à exploser parce que je me retiens d'hurler tellement il y a des choses qui sont absolument pas en adéquation avec mes valeurs. Marre de tout le temps me justifier de chaque action que je peux faire, de chaque prise de décision. Ras-le-bol, clairement, de devoir me justifier juste d'être celle que je suis. Mhm. Ok, du coup, on en est là, tu as pris conscience de ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu mets en place et comment tu avances? Je fais appel à une connaissance et je travaille avec de l'hypnose. Ok. En travaillant avec de l'hypnose, mais aussi de mon côté des recherches au travers d'ouvrages, de podcasts, euh, de méditation, de travailler sur les blessures, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui très vite devient évident. Euh, D'une, mon père, jusqu'à la fin de mes jours, ce sera mon père et de tout mon cœur, je l'aime. Donc, ça n'est pas une rupture vis-à-vis de mon père que je souhaite, c'est une rupture vis-à-vis de la relation qui n'est pas saine. Et si elle doit passer par on ne se parle plus, eh ben, elle passera par on ne se parle plus. Mais ce n'est pas un désamour. Pour moi, c'est important de le dire aussi. Demain, il a besoin de moi, il claque des doigts, je suis là. Voilà, Ok. il n'y a pas de. Voilà. Mais par contre, je ne veux plus être rabaissée, humiliée. Voilà, ça pour moi, c'est quelque chose, c'est nada, c'est fini. Et en commençant mon travail, il y a quelque chose qui est apparu très vite, c'est que bah, lui, dans sa manière de faire, consciente ou inconsciente, c'est juste que c'est bah, le modèle éducationnel qu'il a eu également et qu'il ne sait pas faire autrement. Mais comme moi, c'est un modèle d'éducation qui ne me convient pas, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de répéter et c'est surtout pas quelque chose dans lequel j'ai envie de m'empêtrer. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Donc, en fait, tu comprends pourquoi lui agit de cette manière-là. Il Exactement. reste que c'est pas en adéquation avec la manière dont toi tu veux être. Tout Et à à fait. partir de là, euh, ben lui, il a son histoire. Exactement. C'est son histoire. Mais toi, tu veux une histoire qui soit détachée de la sienne et qui te soit propre avec tes valeurs qui te correspondent.
Alors, détachée, pas forcément, parce que bah, quand c'est ton père, elle reste toujours intimement liée. Mais par contre, Je voulais dire détaché de son histoire à lui. ah oui, dans ce sens peut-être, oui. Ce qui est certain, et je pense que c'est ce que je recherche, c'est quand je veux dire être moi-même, je suis moi-même, mais un peu comme chacun, on n'agit pas forcément de la même manière dans une sphère intime, une sphère proche, une sphère professionnelle, la sphère de tes voisins de palier, tu vois. On, on est le même à l'intérieur, mais voilà, il y a des choses qu'on va se permettre avec certains et pas avec d'autres. Ce qui est sûr, c'est que pour être moi-même pleinement, je comprends en mon fort intérieur, au plus profond de mon ADN, que ce qui est important, c'est que j'arrête d'être dans le jugement du regard de mon père. Qu'il pense de moi ce qu'il veut. Moi, au fond de moi, je sais qui je suis. Je sais que je suis une bonne personne. Et si ma manière d'être une bonne personne, c'est de tutoyer facilement les gens, de raconter des blagues, et que lui, c'est quelque chose qui l'offusque et qui est hors de son schéma de pensée, ben, qu'importe si ça ne te plaît pas. Si moi, je suis comme ça, je vais m'autoriser à être telle que je suis. Et est-ce que ça, c'est pas, on pourrait pas le résumer tout simplement quand tu l'as dit, tu es tel que tu es. Et donc, tu vois, qu'on accepte tous qu'on est tous différents et que chacun est comme il est. Et qu'en fait, ça devrait juste être normal ou peut-être la base qu'on accepte tous que chacun est comme il est. Vous avez 3 heures. Évidemment que ce serait merveilleux si chacun s'acceptait tel qu'il était sans être dans le regard d'autrui. Mais j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais bien qu'on n'est pas les mêmes. Euh, Regarde, quand tu te présentes à un entretien d'embauche, moi, je suis quelqu'un qui blague facilement. J'ai vu, tout en travaillant dans un gros groupe, alors je te le dirais, si, si, oui, même à l'entretien, j'avais fait quelque chose d'un petit peu particulier, mais bon, c'est pas le propos. J'ai vu lors de réunions faire des plaisanteries. Aujourd'hui, ça passe encore pas bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières lors d'une réunion, on doit être comme ci, on doit être comme ça. Lors d'un entretien professionnel, voilà ce qui doit être montré, voilà ce qui doit être tu. Et si déjà dans le professionnel, c'est compliqué, ben, ça l'est peut-être encore plus dans une sphère familiale. Tu avais le sentiment que tu devais jouer un rôle dans à peu près, enfin, dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit dans le pro, Oui, que ce soit oui, avec tes parents ou avec des oui, amis ou autres. complètement. On sent qu'on a une étiquette de la bonne copine, la fille rigolote, celle à qui on peut parler, celle à qui on peut demander, celle qui fera pas de bruit, bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, bon, ton chemin continue. Je pense que quelque part, un chemin thérapeutique n'est finalement jamais vraiment terminé. T'en es où? Comment tu te sens vis-à-vis de tout ce que tu as exploré? Et Ah, déjà, je vais avoir de la gratitude pour moi, parce que c'est un chemin qui est vraiment pas facile à faire. C'est pas simple d'aller se confronter, entre guillemets, à ces démons. C'est toujours compliqué d'aller regarder la merde en face. Mais à côté de ça, aussi difficile que ce soit, je pense que c'est un chemin qui est nécessaire parce qu'il n'y a qu'avec la prise de conscience qu'on peut casser les schémas, arrêter de les répéter. Et malheureusement, je vais te faire une confidence. euh, Ma mère est partie euh, en emmenant tout son fardeau sur ses épaules. Et Dieu sait que très tôt, je pressentais qu'il y avait des choses qui lui abîmaient le corps et l'esprit, le cœur également, et que régulièrement, je lui disais, mais ce serait bien que tu ailles voir quelqu'un. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que de quitter ce monde en partant avec
avec ce fardeau sur les épaules. Donc, voilà, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour se poser sur soi et apprendre à aller vers quelque chose de plus libérateur. J'ai aussi l'impression que quelque part, c'est très générationnel. Toute la génération de nos parents et qui étaient bien plus vieux, avaient soit pas accès, soit il y avait cette forme d'éducation, comme tu l'as mentionné, mais pas accès à l'information, ou en tout cas tout ce qu'il y a aujourd'hui d'informations sur les neurosciences, sur l'émotionnel, sur même, je le vois, tu vois, du côté de la parentalité, sur la manière d'agir avec les enfants et tout. Et j'ai l'impression que c'est toute une génération qui a presque refusé de se regarder. Alors après, voilà, il y a quand même eu des guerres qui ont été vécues. Donc, nos arrière-grands-parents ont vécu des choses où on était vraiment dans le marche ou crève. Donc, est-ce qu'on avait le temps de s'occuper de son petit état d'être, de je me sens bien, pas bien, dans quel état gère, pour ne Oui, citer oui, clairement. personne. Clairement, la violence de la vie n'était pas la même. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, avant, enfin pardon, je me mélange dans mes propos, mais avant, le seul indicateur, c'était le quotient intellectuel. Aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler du quotient émotionnel. Il y a encore quelques années en arrière, et pas si vieille que ça, euh, réussir dans sa vie, c'était avoir une bonne situation sociale, avoir un métier qui te fait bien gagner, une belle maison, pouvoir partir en vacances. Aujourd'hui, de plus en plus, des gens, des trentenaires, refusent des postes à, à prix d'or, qui pourraient paraître prix d'or pour des gens de 40, 50, 60 ans. Mais derrière, dans la balance, ok, tu me fais gagner tant, mais je vais être complètement asservie au taf et plus profiter de ma vie. Bah oui, je Et comprends, je fais partie de ces ben, trentenaires. voilà, et de plus en plus, les personnes rééquilibrent en se disant, mais qu'est-ce qui prime avant tout? Est-ce que c'est l'appât financier? Et ça, on sait, hein, quand on sera mort, l'argent ne partira pas avec, on est d'accord? Ou est-ce que c'est mon état d'esprit, ma santé mentale? Et je pense que de plus en plus, parce que probablement on entend parler des baby blues, des burn-out, des burn-out. Covid est passé par là et a peut-être aussi rechecké un petit peu la donne de qu'est-ce qu'on veut pour nous dans notre futur et aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, tu me dis, tu n'as pas fini ton chemin, mais tu te sens soulagée quand même? Tu sens qu'il y a eu de l'évolution? Tu te Oui, sens je mieux sens déjà qu'avant? qu'il y a de l'évolution. Alors après, ça reste encore fragile parce que ça se fait pas en deux, trois séances, autant d'années à devoir déconstruire dans sa manière de faire. Euh, ce que je ressens déjà, moins de colère, Mm. c'est déjà un premier pas. Euh, Déjà de la compréhension sur la relation. Déjà plus de respect vis-à-vis de moi-même, de me dire, quand on donne, quand il n'y a pas de retour, il faut arrêter de donner, quelle que soit la personne, aussi importante à ton cœur qu'elle puisse être. Euh, et c'est de me remettre dans les priorités. Alors qu'avant, les priorités, c'était toujours les autres. Alors, je ne deviens pas nombriliste, égocentrique, hein, loin de là. Euh, mais déjà, penser à moi-même hein, avant de penser aux autres. Oui, sans aller jusqu'à dire que c'est de l'égocentrisme, c'est quand même assez important d'avoir un peu de l'amour-propre. Enfin, sinon, on s'oublie complètement et si on s'oublie complètement, ouais, on n'existe plus. Il y a des choses qui étaient très régulièrement dans mon vocabulaire où moi-même, je m'auto-sabotais. Je parlais de moi en mal,
en disant, Ouais. oh la nulle, oh la grosse, oh la ci, oh la ça. Mais pourquoi? Enfin, tu vois, je le dirais pas à une amie. Pourquoi je me le dis à moi? Pourquoi je me le disais à moi? Ouais. Ben, les schémas, tout ce qui a été intégré pendant des années, et qu'en fait, comme tu l'as justement dit, il fallait prendre le temps de déconstruire. Eh oui. Et donc là, je suis sur le chemin. C'est pas fini, mais j'en vois déjà les premiers bénéfices. Ben, vraiment, je suis super contente pour toi, en tout cas, que ça t'aide. Attends. Non, je suis hyper contente que tu aies pu faire ce chemin-là. Et surtout, ce que je remarque aussi, ben, moi, en consultation, c'est que il y a le déclic, comme le déclencheur, toi, que tu as eu. euh, les clients l'ont pas toujours aussi clairement. Et c'est pas toujours facile, tu vois, de prendre cette décision et de se dire, ah, j'ai remarqué ça. Et là, il va falloir que je fasse ce travail pour moi. Euh, j'ai souvent des gens qui viennent me voir pour toute autre chose et qui cachent en fait Ben oui, l'arbre qui cache la forêt. bah ouais, un besoin de se recentrer sur soi, un besoin de se regarder soi-même parce que on s'est jamais regardé et que en fait on se voit pas et, euh, et de se considérer, de se donner du temps. Et c'est vrai que ben je leur dis toujours, mais en fait félicitez-vous d'avoir fait le premier pas et d'être venu me voir. Et du coup, je vais te dire la même chose. Félicite-toi parce que tout le monde ne le fait Merci. pas. Après, ce qui est dommage, tu vois, c'est que dès l'enfance, on nous apprend pas à écouter nos émotions. Tu vois, un Ouais. enfant qui fait de la colère, bah, c'est limite, si tu continues, tu seras privé de dessert ou tu vas aller dans ta chambre. Mais qui demande pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a déclenché ta colère? Et même pour les enfants, ce qui est difficile aussi, c'est de le verbaliser, eux, pour eux-mêmes. Parce que moi, je vois ma fille de 5 ans, elle fait souvent des colères assez terribles. Et du coup, je sais tout ça. Et moi, je lui demande souvent, mais pourquoi tu t'es mis en colère là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et qu'est-ce qui fait que du coup, tu t'es senti obligée de l'exprimer de cette manière-là? Est-ce que tu n'aurais pas pu l'exprimer autrement? Et je lui dis toujours, c'est OK d'être fâché, c'est OK d'être triste. Est-ce que tu as d'autres moyens de, d'exprimer ta colère que d'aller taper sur ton frère ou même de me taper moi quand elle en peut plus, carrément, elle va essayer de mordre tous les gens qui passent, tu vois. Je dis, est-ce que tu n'as pas d'autres moyens d'exprimer ta colère? Et, euh, et en fait, elle me le dit, elle me dit, mais non, j'étais pas capable de faire autrement. Et ça, je crois que il y a une grosse incompréhension des enfants vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on attend tellement aussi que les enfants sachent s'exprimer ça de la bonne manière, comme si tu étais adulte, tu allais dire, bah, je suis vraiment en colère, ça me saoule, ou tu vois, de le verbaliser, ou plutôt que d'avoir des comportements agressifs et violents. Ben, les adultes ne sachant déjà pas faire ça, comment est-ce possible d'aiguiller un enfant pour lui apprendre à le faire, tu vois? Mm, mm. C'est sûr, c'est pas simple. Je constate que clairement, il y a toute une génération qui, comme tu l'as dit, ils ont vécu la guerre, etc. Ils ont eu cet exemple-là, en fait. Ils ont eu de la violence, ils n'ont pas eu de support, et finalement, ben, on en vient à une transmission qui est de la violence, et comme si moi, j'ai pas eu de soutien, t'en auras pas non plus, même si c'est potentiellement inconscient. Oui, et puis parfois je me suis construit. Qu'est-ce que c'est que cette génération où vous êtes tous allés parler chez des psys, des thérapeutes? Moi, j'ai avancé dans la vie. De toute façon, ça sert à rien de regarder le passé. Les choses, elles sont comme elles sont. Mais si, ça sert Oui, de ou alors regarder le souvent passé. j'entends aussi bah, j'ai eu ça, j'ai eu de la violence, j'ai eu tout ce que tu veux et j'en suis pas mort. Ah bah oui, bah oui. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah après, chacun ses croyances, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est pas parce que ce sont les leurs qu'on est obligé d'y adhérer non plus. Mm. Et du coup, c'est là où toi t'en es arrivé à t'écouter toi, à te faire passer toi en priorité et à te reconsidérer, à te regarder. Mm. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait beaucoup de bien.
Et là, c'est pareil, il y a toujours un effet ricochet aussi, parce que bah, du coup, forcément, c'est beaucoup plus détendu. Forcément, en travaillant sur moi, quand je sens une colère arriver ou une tristesse, qui sont des sentiments assez proches, qui ne s'expriment pas de la même manière, mais qui peuvent arriver pour une même raison, bah, c'est de me poser 2 minutes et de me dire bah, qu'est-ce qui l'occasionne, de prendre le temps de l'accueillir. Évidemment, tu ne peux pas proposer ça à ta fille de 5 ans, d'accueillir sa colère, mais en tant qu'adulte, c'est quelque chose que tu peux apprendre à faire. Euh, et puis de ne pas rentrer dans une espèce de marasme où tu surenchéris dessus, tu vois, de rentrer dans une espèce de cercle vicieux, de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, et à tel moment ci, et à tel moment ça. Non, là, on en est là. Bon, accueille, souffle, respire. Le monde, il n'est pas en C'est train un de truc que tu as s'écrouler. beaucoup fait ça avant de te refaire les discussions en te Ah, mais disant, j'arrêtais pas. Mais j'arrêtais pas. J'étais une insomniaque number one. J'étais sur le haut du podium des insomnies. À tel moment, j'aurais peut-être dû, j'aurais peut-être pu. Euh, Peut-être que sur telle phrase, j'aurais pas dû répondre. Peut-être que j'aurais pas dû tiquer. Peut-être que j'aurais pas dû argumenter. Peut-être que mon exemple n'était pas bon. Enfin, t'en finis plus. Tu te manges la cervelle. tu te C'est questionnais impossible. sur tout et tu remettais tout en question tout le temps. Oui, et puis ben, plus tu fais ça, plus tu doutes de toi, plus t'oses pas, je sais pas comment le dire, mais tu perds tes moyens, tu t'empêches d'oser, tu t'empêches de t'exprimer, et tu as l'impression que tout ce que tu fais, de toute façon, c'est de la merde. Et aujourd'hui, ton entourage, il voit déjà une différence. Tu en as parlé avec eux pour savoir? Bon, sans en parler, clairement, oui, ça se ressent, parce que même s'il y a beaucoup d'amour entre nous, bah, il y avait un côté tactile qui était un petit peu moins présent. Évidemment, si tu as quelqu'un en face de toi qui est en mode ah, gna, 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 c'est pas celui-là que tu as envie de câliner. Tu as plutôt envie de rester un petit peu éloigné en te disant oh là là, je reste loin parce que je voudrais pas que ça me retombe dessus. Euh, et là, bah, les gestes tendres reviennent, que ce soit de mon mari ou au travers de mes enfants, qui tout d'un coup sentent qu'il y a un espace qui de nouveau leur est ouvert. Et c'est beaucoup plus sympathique. Et j'aurais une dernière question pour toi, c'est pourquoi tu as choisi l'hypnose? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi une thérapie brève? Tu aurais pu choisir de la psychologie classique, tu aurais pu choisir de la TCC, tu aurais pu choisir, enfin, il y a plein de thérapies Alors, aujourd'hui qui dans les existent. faits, c'est pas la thérapie que j'ai choisie, c'est la thérapeute. La thérapeute, ok. Oui, voilà, parce que c'est Toi, tu allais quelqu'un que voir une je, personne. exactement, quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance. Je savais que je pouvais me livrer. Parce que là-dessus, on va pas se mentir, hein, si tu n'es pas en adéquation avec la personne que tu consultes, tu n'avanceras pas. Mhm. Donc voilà, elle, je savais que je pouvais me remettre entre ses mains à 100%, que la bienveillance, le non-jugement, la confidentialité serait là. Je savais que je pouvais me livrer pleinement, ne pas avoir peur, honte de pleurer, d'être dans un état émotionnel complètement renversé, comme un flambi qui tombe au sol. Je savais qu'elle allait être là pour m'accompagner. Voilà, et elle, par la force des choses, utilisant l'hypnose, tu as donc adhéré à l'hypnose. Oui, Ok. sans savoir si j'étais une candidate qui allait répondre à l'hypnose, parce que ça, c'est la grande question que se posent beaucoup de gens ou les croyances qu'ils peuvent avoir de non, moi, l'hypnose sur moi, ça marche pas. Oui, Voilà, moi, je me suis dit, enfin, c'est comme de dire tel mais je n'aime pas. Si tu n'as pas goûté, tu sais pas. ok. Ben, c'était vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle énormément ton expérience. Euh,
J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir qui sont dans un cas qui est similaire au tien, qui savent pas par où prendre les choses à l'origine et qui ont vraiment du mal à faire le premier pas. Et du coup, ben, c'est super que toi, tu l'aies fait. Et tu m'as dit, j'ai bien compris, c'est la thérapeute qui t'a guidée. Hmm. Si tu n'avais pas eu cette thérapeute, tu n'aurais peut-être pas fait le premier pas. Ah si, je l'aurais fait. Si, si, si. Là, c'était une évidence qu'il fallait Ouais. faire quelque chose. Donc, Parce que si j'ai elle beaucoup. a été là, je serais peut-être allée vers quelque chose de plus basique, peut-être psychologue, tu vois. Mm. Je sais pas. Après, voilà, on peut pas refaire le passé. Ça s'est présenté comme ça. Et ça s'est bien Voilà. goupillé au final. Exactement. Après, je pense que, voilà, on a des gens sur notre chemin, c'est pas pour rien non plus. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci Si je beaucoup. peux rajouter quelque chose Vas-y, rajoute. à dire à peut-être tes potentiels futurs clients, je pense que la clé de beaucoup de choses, pas la clé de tout, mais de beaucoup de choses, c'est que les gens s'écoutent, qu'ils prennent le temps de voir qu'est-ce qui se passe dans leur corps, dans leurs émotions, de noter et d'en prendre vraiment conscience, tu vois, de Mm. pas être dans ce truc de bon, là, je suis en colère, là, je suis dans tel état émotionnel, ça va passer. Parce que le ça va passer, oui, ça peut passer, mais souvent ça revient parce que tout ce qui n'est pas compris nous revient en effet boomerang et probablement un peu comme les gens quand ils partent dans des régimes, le truc pour perdre des kilos très vite, Mm. et ben ils font un effet yo-yo, tu vois. Donc ça a commencé, on Et ils avait 5 reprennent tout de kilos suite à derrière. perdre, on en perd 5, on en reprend 8, on en repère 8, on en reprend 10, on en repère 10, on en reprend 12, etc., etc., et jusqu'à se retrouver avec des plus 20, des plus 25, des plus 30. Et ben, je pense que sur la santé mentale, c'est exactement la même chose. Quand on a des indicateurs et que dans sa tête, on commence à se dire ah, ça va passer, bon, c'est bon, là, je suis très fatiguée, là, je suis très énervée, là, je me sens en coup de blues. Euh, Ce que j'ai pour habitude de dire, c'est qu'au départ, c'est une claque. Après, c'est un coup de pelle et ça termine par un coup de tractopelle. Donc, à un moment donné, il est temps de vraiment se poser euh, avant d'arriver peut-être à des situations de gens qui sont au bord du suicide ou qui, voire même, passent à l'acte. Oui, et je compléterai même ce que tu dis qui est très vrai, c'est que à partir du moment où tu as donné le coup de tractopelle, et ben derrière, tu repasses à la pelle et ensuite tu passes à la cuillère. Et c'est beaucoup plus facile. Ben voilà. Ben, je suis très contente d'avoir utilisé cette expression avec toi qui m'est assez chère parce que tu la complètes très bien. Merci. Bah, merci beaucoup à toi. Merci Sophie.